Bonjour, dans le labo Excel d'aujourd'hui, nous utilisons le tableur Excel pour décrire les données d'une variable à l'aide des mesures de tendance centrale de façon à rendre compte de la représentativité d'un phénomène. On en a déjà parlé, le mode est la mesure de tendance centrale la plus basique et qui ne nécessite pas d'appliquer une formule particulière, puisque le mode c'est simplement le score qui revient le plus fréquemment dans une série de données. Sauf que le mode, même s'il correspond à un score réel, celui-là même que l'on rencontrerait dans la réalité des faits, il reste que le mode dépend seulement d'une fréquence. Donc pour cette raison, on utilise la médiane qui au moins tient compte de l'ordre inhérent au score d'une distribution. Allons-y, apprenons à calculer la médiane en cliquant sur l'onglet MD comme médiane score. Alors à gauche, vous avez la démonstration et à droite l'exercice qu'on va faire ensemble. En particulier, ici on s'intéresse à la note typique médiane, c'est les étudiants du sol 10-20, pour ce qui est de l'examen final ici. Alors, une fois que les données brutes sont disponibles, une façon de trouver facilement la médiane consiste à les ordonner de la plus petite à la plus grande ou de la plus grande à la plus petite. On va y aller. En l'occurrence, on va commencer par trier les notes en les sélectionnant. Donc on sélectionne en se plaçant sur la première note, 42. On appuie sur Shift, on maintient et on déroule vers le bas de façon à sélectionner l'ensemble des données. Ensuite, pour trier, on se place sur le menu Accueil. Au niveau de la barre des outils à l'extrême droite, vous avez Trier et Filtrer. On peut y aller avec du plus petit au plus grand. Alors, on a fini de trier les notes de la plus petite à la plus grande, étant entendu que l'étendue est de 98 moins 40. On peut affecter maintenant un rang à chacune des notes. Alors on va y aller, on va affecter le rang 1 à la note 40, 2 à la note 41. Ensuite sélectionner l'intervalle 1, 2. Placer le curseur sur le coin inférieur droit de façon à obtenir le signe plus. En appuyant du côté gauche de la souris et on déroule vers le bas de façon à affecter un rang à chacune des notes. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut facilement trouver la note médiane en appliquant la formule n plus 1 sur 2 de façon à trouver le rang. Donc ici, n est un impair, précisément 29. Donc on aura 29 plus 1, 30. 30 divisé par 2, 15. Donc ici, la note médiane, c'est la note qui occupe le rang 15. Alors on a le rang 15 ici. Et par conséquent, on a la note médiane ici. On peut agrandir. Et donc, la note médiane de cette distribution est de 74%. Autrement dit, au moins 50% des étudiants de cette distribution ont comme note 74% ou moins. Voilà une façon de calculer et d'interpréter la médiane. Que se passe-t-il maintenant si la distribution est plutôt paire? Donc ici on a rajouté un étudiant. Évidemment il faut toujours commencer par trier les notes de la plus petite à la plus grande. Donc je sélectionne. On est au niveau du menu accueil, trier et filtrer. Ensuite trier du plus petit au plus grand. On va y aller. Ensuite affecter un rang à chacune des notes. Donc 1, 2. On se replace, on sélectionne l'intervalle, on place le curseur sur le coin inférieur droit de façon à obtenir un signe plus. On clique du côté gauche de la souris, on maintient, on tire vers le bas de façon à affecter un rang à chacune des notes. Alors dans le cas d'un échantillon pair, la formule s'applique. Donc on aura n plus 1 sur 2, 30 plus 1, 31 sur 2, on obtient 15,5. Donc ici, la note médiane, c'est la note qui occupe le rang 15.5. Sauf qu'ici, on a juste le rang 15 et 16. Et bien certainement, le rang 15.5
se situe entre le rang 15 et 16. Alors on va mettre en surbrillance ici, augmenter la police, et effectivement dans ce cas la médiane va correspondre aux deux notes centrales. Donc on les additionne et on divise par 2 de façon à obtenir ici 74.5. Et donc 74.5 réfère à la note médiane de cette distribution. Et donc au moins 50% des étudiants de cette distribution ont comme note 74.5 ou moins. Voilà encore une façon de calculer et d'interpréter la médiane. Il est possible de représenter graphiquement la médiane en particulier à l'aide de ce qu'on appelle le diagramme en boîte et à moustache. Sauf que Excel ne dispose pas d'une fonction particulière pour sortir ce type de diagramme un peu atypique, mais on peut se servir de routine pour retracer plus ou moins ces diagrammes. C'est ce que j'ai fait ici. Donc j'ai présenté le diagramme de l'examen intra, c'est la démonstration, et le diagramme de l'examen final, la médiane qu'on vient de calculer tout à l'heure. En l'occurrence, on obtient 74.5. Donc la médiane se situe à l'intérieur de la boîte dans le diagramme en boîte et à moustache. De telle sorte que la boîte est tout simplement l'écart entre le quartile 1, on l'a ici, c'est la bordure inférieure, et le quartile 3, on l'a au niveau de la bordure supérieure. Ben voilà ce qui est le diagramme en boîte et à moustache, étant entendu qu'ici vous avez les moustaches. C'est la ligne verticale correspondant à l'écart entre le score minimal, normal et la bordure inférieure. Ou bien pour ce qui est de la moustache supérieure, c'est l'écart entre la bordure supérieure de la boîte et le score maximal normal. Si on compare les deux diagrammes, on se rend compte que la boîte est plus large verticalement pour ce qui est de l'examen final comparativement à l'examen intra. Donc c'est le signe que l'écart entre le quartile 1 et le quartile 3 est plus important ici. Donc voilà une façon d'avoir une idée sur la tendance centrale d'une distribution, en particulier sur la médiane et les quartiles 1 et 3. Et donc on se rend compte que le calcul de la médiane est facile en notant qu'on dispose de données brutes et ordonnées. Que se passe-t-il maintenant si on a fini de regrouper les données en classe? Alors on va cliquer sur l'onglet MD fréquences regroupées de façon à chercher à calculer la médiane dans le cas d'une distribution de fréquences regroupées. Alors ici vous avez la démonstration, on va s'en passer et faire l'exercice directement ensemble. À l'occurrence ici vous avez des classes de notes d'étudiants pour lesquelles il faut trouver la valeur médiane. Or c'est un peu difficile puisqu'on a regroupé les notes en classe et qu'on a perdu l'ordre inhérent entre les notes. Alors une façon de retrouver un certain ordre consiste à utiliser les fréquences cumulées. Nous savons que les fréquences cumulées consistent à partir des valeurs les plus faibles à additionner les fréquences les unes à la suite des autres, de telle sorte qu'on peut retrouver un certain ordre à travers les fréquences cumulées, symbolisées ici par grand F. Alors ici on a fini de calculer les fréquences cumulées, donc 7, on l'a ici, plus 1, 8, plus 6, 14, plus 5, 19, plus 7, 26, plus 4, 30. Et donc ici on a un échantillon constitué de 30 cas. Essayons maintenant de représenter cette distribution cumulative à l'aide de ce qu'on appelle l'ogive. Alors pour ce faire, on va prendre les limites supérieures des classes, autrement dit 50, 60, 70, 80, 90. Et ici, c'est un peu ouvert, alors on va prendre 100. Et on va associer à ces limites supérieures les fréquences cumulatives, de façon à obtenir ce graphique. Donc on a sur l'axe horizontal les limites supérieures et l'axe vertical les fréquences cumulées. Alors, à partir de l'ogive, on peut estimer approximativement la note médiane. Pour ce faire, on va partir de la définition de la médiane. Nous savons que la médiane partage ou divise une distribution en deux parties égales. Eh bien, on peut prendre la taille de l'échantillon divisée par 2. Donc, la taille de l'échantillon ici est de 30. Divisons 30 par 2 de façon à obtenir 15. Évidemment, on peut aussi appliquer la formule exacte qui permet de trouver plus précisément la médiane, autrement dit, n plus 1 sur 2, donc ici on aurait 30 plus 1 sur 2, donc on aurait 15.5.
Mais comme on est en train d'approximer la médiane, ici dans le cas de fréquence regroupée, généralement on va se contenter de la formule générale de la médiane. Autrement dit, diviser la taille de l'échantillon par 2 tout simplement. Alors simplifions les choses. En prenant 30 divisé par 2, on obtient 15. Cela signifie que si on devait ordonner les scores, les 30 scores, du score minimal au score maximal 30, eh bien, la médiane va correspondre au score qui occupe le rang 15. Autrement dit, le 15e score va correspondre à la médiane. Et bien, sur l'ogive, on peut rechercher ce 15e score. Alors, pour ce faire, je vais cliquer sur Insertion et aller chercher une ligne, Illustration, Forme. Alors, je sélectionne cette ligne ou courbe. Alors, sur l'axe vertical, vous avez les fréquences simulées. On a ici le 15e score, autrement dit le score qui occupe le rang 15. Alors on va tracer une ligne horizontale à hauteur de ce 15e score. On peut agrandir, changer la couleur probablement. Ensuite, on va prendre une autre ligne, la projeter à partir de la courbe cumulative sur l'axe X. Alors il faut peut-être faire preuve d'un peu de dextérité pour s'assurer de bien approximer la médiane. Alors je vais agrandir ici. Mais voilà, à partir de là, on peut estimer la note médiane. Alors on a 75 ici. Disons que la note médiane, on peut l'estimer à 72,5. Donc ici, effectivement, le 15e score correspond à une note de 72,5. Donc on peut estimer à l'aide de l'ogive qu'effectivement la note médiane est de 72,5. Mais vous aurez compris qu'une telle estimation est vraiment approximative, puisque notre analyste aurait pu donner 72, de sorte qu'on obtiendrait des valeurs médianes variables, dépendamment de l'analyste qui fait l'approximation. Donc il doit forcément y avoir un moyen d'obtenir une médiane plus raffinée, autrement dit une seule valeur sur laquelle nous pouvons tous tomber d'accord. Et bien pour ce faire, ça prend ce qu'on appelle la formule de l'interpolation. Alors on va y aller, on va essayer d'appliquer la formule qui nous permet de trouver une valeur médiane plus précise. Alors pour ce faire, on va toujours s'intéresser aux fréquences cumulées. Nous savons que le score le plus faible, autrement dit la note la plus faible, c'est 40, puisqu'on l'a dans la première classe. Donc 40, c'est la note la plus faible. Et la note la plus élevée, on l'a dans la classe 90 et plus. Probablement, c'est 100. Et donc, on dispose donc les notes de la plus petite 40 à la plus grande 100. Alors, posons-nous maintenant la question de savoir où se situe la note la plus faible. Autrement dit, la note 40. Dans quelle classe? Bien, on sait que la note la plus faible, 40, se situe dans la classe 40. Et on a l'indication ici au niveau des fréquences cumulées. Donc, jusqu'à la 7e note la plus faible, eh bien, on l'a dans la classe 40-50. Maintenant, dans quelle classe se situe la 8e note la plus faible? La 8e note la plus faible, on l'a ici, et donc, elle se situe dans la classe 50-60. Où se situe maintenant la 9e note la plus faible? Eh bien, la 9e note la plus faible, autrement dit la note qui occupe le rang 9, se situe certainement ici. Et donc, on l'a dans la classe 60-70. Jusqu'à la 14e note la plus faible, eh bien, on l'a dans la classe 60-70. Où se situe maintenant le 15e score en termes de notes le plus faible? Eh bien, le 15e score le plus faible, on l'a ici, parmi les 19, et certainement dans la classe 70-80. Et donc, nous savons que le score qui occupe le rang 15, soit la médiane, se situe dans cette classe. Autrement dit, dans la classe 70-80. Alors, on va mettre en évidence. Donc, nous savons encore une fois que le 15e score, en termes de notes, se situe dans la classe 70-80. Mais on va obtenir une note médiane plus raffinée, puisque la note médiane peut se situer n'importe où dans cet intervalle 70-80. La note médiane peut être de 71, de 72, de 75, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on doit trouver une médiane plus précise.
Pour ce faire, on a besoin d'avoir des informations sur le nombre de cas associés à la classe censée contenir la médiane, autrement dit les 5 cas comme étant la fréquence de la classe censée contenir la médiane. On a besoin de savoir la fréquence cumulée inférieure à la classe censée contenir la médiane. Et à partir de là, on peut ensemble estimer la médiane d'une façon beaucoup plus précise. Pour ce faire, on va respecter les différentes étapes, dont la première consiste ici à diviser la taille de l'échantillon en 2 parties égales. Donc la taille de l'échantillon c'est 30, alors on va diviser en 2 parties. Donc on se place ici, on met égal 30 divisé par 2 égale 30 divisé par 2, enter, et vous avez le score 15. Ça signifie que la médiane va correspondre au score qui occupe le rang 15. Deuxième étape, trouver la classe qui renferme le n2e score, autrement dit le 15e score. Eh bien, la classe qui renferme le 15e score, c'est la classe 70-80. On l'a vu tout à l'heure, donc c'est 70-80. Troisième étape, trouver la fréquence de la classe censée contenir la médiane. Eh bien, c'est 5. Quatrième étape, trouver la fréquence cumulée de la classe inférieure à la classe censée contenir la médiane. En l'occurrence, on l'a ici, 14. Donc on va saisir 14. Cinquième étape, calculer la différence entre le n2e score et la fréquence cumulée que nous venons de déterminer. Donc le n2e score, c'est le 15e score, donc on aura égal 15 moins la fréquence cumulée inférieure à la classe censée contenir la médiane, soit 14, donc on aura 14. Égal 15 moins 14, 1. Calculer la limite inférieure de la classe contenant la médiane, autrement dit, où est-ce qu'on doit commencer à chercher la médiane? C'est à partir de 70. On a ici la classe, donc on commence à chercher la médiane à partir de 70, ce qui est symbolisé ici par la limite inférieure de la classe. Quelle est la longueur de la classe censée contenir la médiane? Donc on a 80 moins 70, ben, ça nous donne 10, donc 80 moins 70, ça donne 10. Donc 10 c'est la longueur de la classe censée contenir la médiane. À partir de là, on peut reconstituer la formule de Fox de façon à trouver précisément la note médiane. Alors on va y aller. Donc à côté de MD comme médiane, on met égal. On nous dit de prendre la limite inférieure de la classe censée contenir la médiane L. Donc c'est combien? 70. Autrement dit, on commence à interpoler à partir de la limite inférieure de la classe. Précisément, on commence à chercher la médiane à partir de 70. On nous dit de mettre plus, on met plus. On nous dit d'ouvrir la parenthèse, on ouvre la parenthèse. On nous dit de prendre le n2e score moins la fréquence cumulée. On l'a déjà calculé, c'est 1. Donc on met 1. On nous dit de relativiser par la fréquence de la classe censée contenir la médiane. On l'a déjà calculé, c'est 5. Donc on relativise par 5. On nous dit de fermer la parenthèse. Ensuite, de multiplier par I, soit la longueur de la classe censée contenir la médiane, 10. Mais c'est tout. 70 plus 1 sur 5 multiplié par 10 nous donne 72. Et bien, précisément, la médiane de cette distribution de fréquences regroupées est égale à 72%. À partir de là, on peut cliquer sur Interprétation de façon à voir une façon d'interpréter la médiane. On aura compris qu'il est particulièrement difficile de calculer la médiane dans le cas de fréquences regroupées. Pour cette raison, il est souvent conseillé de calculer la médiane avant de regrouper les valeurs en groupe. Dans certaines situations, on n'a pas le choix, on travaille avec des données agrégées, mais dans ce cas, on peut utiliser l'ogive pour estimer approximativement la médiane, ou bien utiliser plus précisément la formule d'interpolation pour trouver précisément la médiane. Mais vous aurez compris que ce n'est pas évident non plus. Alors, la médiane est certainement intéressante lorsqu'on veut scinder un échantillon en 2 groupes, de façon à avoir un groupe avec des scores faibles et un groupe avec des scores élevés. 2 groupes à comparer entre eux, eu égard par exemple à une autre variable. Par contre, la médiane ne dépend que de l'ordre inhérent au score d'une distribution. Autrement dit, elle ne tient pas en compte la grandeur des scores. C'est tout à fait le contraire de la moyenne qui, effectivement, tient compte de la grandeur des scores. Alors, on va y aller, on va cliquer sur l'onglet qui suit, moyenne, de façon
à calculer ensemble la moyenne, qui est certainement la mesure de tendance centrale la plus démocratique, puisqu'avec la moyenne, tous les scores vont avoir leur mot à dire. Précisément, la moyenne exploite toute l'information contenue dans les scores d'une distribution. Pourquoi? Parce que c'est lié à la sommation des scores. Justement, on s'intéresse ici au revenu horaire typique moyen d'une micro-entreprise constituée de 5 employés. Alors, pour pouvoir calculer le revenu typique moyen, il faut calculer la somme des revenus. Alors, on va y aller. On va sélectionner le premier score. Ensuite, appuyer sur Shift et placer le curseur sur le dernier score, de façon à sélectionner l'ensemble des scores. Ensuite, on peut cliquer sur Sigma. Donc, on est au niveau du menu Accueil. On a ici le signe Sigma au niveau de la barre des outils. Donc, on clique sur Sigma de façon à obtenir automatiquement la somme des revenus. Eh bien, connaissant la somme, on peut la relativiser par le nombre de cas pour obtenir la moyenne. Alors, on va y aller ici, on met égal. On nous dit de prendre la somme des XI, soit 170, et de relativiser par N, autrement dit le nombre de cas de cet échantillon. Ici, 5. Enter, et on obtient effectivement un revenu horaire moyen de 34 $. On peut cliquer sur interprétation statistique de façon à voir une façon d'interpréter statistiquement parlant la moyenne. Voilà comment calculer la moyenne dans le cas où on dispose de scores bruts. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on a des fréquences regroupées? Eh bien, dans ce cas, on va multiplier chaque score par sa fréquence respective. On va y aller. Donc ici, on se place sous XI, FI, on met égal. On sélectionne le premier score XI, multiplié par sa fréquence respective, c'est-à-dire la fréquence 4. Donc on sélectionne la cellule contenant 20, multiplié par la cellule contenant 4. Ensuite, Enter, on se replace. Pour copier la formule dans les autres cellules, on place le curseur sur le coin inférieur droit, de façon à obtenir le signe plus. On clique du côté gauche de la souris, on maintient, on tire vers le bas, de façon à obtenir les produits pour les autres scores. Donc nous avons fini de calculer les produits entre les scores et leurs fréquences respectives. Calculons maintenant la somme en cliquant sur Sigma. On obtient 840. Ainsi, on peut calculer le revenu moyen des 22 travailleurs. On se place à côté de X bar, on met égal. On nous dit de prendre la somme des produits que nous venons de calculer. Donc, on sélectionne la cellule contenant 840. On relativise par le nombre total de cas. Alors, ici, le nombre total de cas, ce n'est pas 5, c'est plutôt 22. Puisque pour le score 20, on a 4 cas. Le score 30, 6 cas. Au total, on a 22 cas. Et donc, ici, il faut relativiser par 22. Enter, et on obtient 38,2. Et donc le revenu moyen de cette micro-entreprise est de 38,2. La logique est la même lorsqu'à la place des fréquences, nous avons plutôt des pourcentages. Alors on va y aller. Donc sous score XI pourcentage, on met égal. On sélectionne le premier score, multiplié par le pourcentage 18. Enter, on se replace. On place le curseur sur le coin inférieur droit, de façon à obtenir le signe plus, on déroule vers le bas. On calcule la somme et on obtient la même valeur, 38,2. Donc ici, on n'a pas besoin de relativiser par n. Pourquoi? Parce que les pourcentages incluent en eux-mêmes ces nombres de cas. Voilà comment calculer facilement la moyenne lorsqu'effectivement des pourcentages sont associés au score XI. Pour calculer la moyenne pondérée, il faut tenir compte des coefficients de pondération. L'exemple est donné ici de cet étudiant donc, qui a obtenu les notes suivantes en statistique sociale. Pour les travaux pratiques 70%, examen intra 80, examen final 90. Eh bien, on va essayer de trouver sa moyenne considérant les coefficients de pondération. Alors, on va y aller. Donc, pour la moyenne des travaux, donc on se place ici, on met égal. L'étudiant a obtenu 70.
dans les TP, quelle est la pondération? Donc la pondération est de 45%. Donc on va multiplier par 45. On peut mettre le symbole pourcent pour aller plus vite. Que représente 45% de 110? Enter, ben ça représente 31,5. Pour ce qui est de la moyenne à l'examen intra, on met égal. La moyenne est de 80. La pondération ici 25%, donc on multiplie par 25%. On se pose la question de savoir que représente 25% de 80. Enter, 20. Pour ce qui est de l'examen final, on va y aller égal. La note est de 90. La pondération 30%, donc on va saisir 30%. Que représente 30% de 90? Enter, ça représente 27. Connaissant ainsi les notes pondérées pour chacune des trois évaluations, on peut connaître la note globale de cet étudiant. Alors on va y aller. Donc à côté de moyenne pondérée, on met égal et on calcule la somme tout simplement des moyennes pondérées que nous venons de calculer. Enter, et on obtient 78,5. Et donc pour cet étudiant, la note effectivement finale est de 78,5%. Voilà comment calculer une moyenne pondérée qui est assez similaire à la moyenne combinée. On va cliquer sur l'onglet qui suit. Mais avant, vous devez savoir que lorsqu'on calcule la moyenne combinée pour différents groupes qui effectivement ont le même effectif, on l'a ici, donc ici on a 2-3 groupes qui ont le même effectif, mais dans ce cas, la moyenne combinée se calcule simplement en additionnant les 3 moyennes et en divisant par le nombre de groupes 3. Mais dans le cas où effectivement les groupes sont inégaux, alors on l'a ici, on n'a pas le même nombre de groupes, eh bien il faut tenir compte effectivement de ces différences dans les effectifs. Alors on va y aller, on va faire l'exercice ensemble qui porte sur la moyenne de 3 classes n'ayant pas le même nombre d'élèves et qu'on veut rendre compte de la moyenne combinée. Alors on va y aller, l'idée c'est de pondérer chaque moyenne de classe par sa taille. Donc à côté de N1 x bar 1, on met égal. On sélectionne la moyenne du groupe 1, la cellule contenant 4. On pondère, autrement dit, on multiplie par la taille qui est de 10. On sélectionne la cellule contenant 10. On met Enter. On se replace. On place le curseur sur le coin inférieur droit, de façon à obtenir un signe plus. On déroule vers le bas pour obtenir les moyennes pondérées des autres groupes. Ensuite, on clique sur Sigma pour obtenir la somme. Connaissant la somme, on peut calculer la moyenne combinée à ce niveau en mettant égal. On nous dit de prendre la somme des moyennes pondérées, soit 280. On relativise par le nombre total de cas de ces 4 groupes. Donc c'est 80. Donc c'est symbolisé ici par n points. Donc on divise par 80. Enter. Le résultat sera la moyenne combinée pour ces 4 groupes. Alors ici vous avez un exercice pratique à faire, toujours par rapport au calcul de la moyenne combinée. Alors, vous pouvez le faire maintenant, si vous le souhaitez. En ce qui me concerne, on va avancer en cliquant sur le dernier onglet score déviation. En particulier, ici, on s'intéresse au nombre d'heures passées sur Internet par semaine. On a 9 cas pour lesquels on a les scores en termes de nombre d'heures passées devant la TV. Supposons maintenant qu'on veut prédire le score d'un cas ne faisant pas partie de l'échantillon constitué de ces 9 cas. Donc, on veut prédire le nombre d'heures que ce cas passerait sur Internet par semaine, alors qu'on n'a pas d'informations sur ce cas. Bien sûr, on peut, à partir des informations obtenues sur cet échantillon de 9 cas, prédire le score de ce cas qui ne serait pas dans cet échantillon. Alors pour ce faire, on se pose la question de savoir comment se situe chaque score individuel par rapport à la tendance centrale. Alors on va commencer par la médiane ici. Donc j'ai fini de calculer la médiane de cette distribution et j'obtiens 7. En fait 7 c'est le score qui se trouve exactement au milieu de cette distribution. Donc on a 7 comme étant la médiane ici.
Donc on se pose la question de savoir comment suit chaque score individuel par rapport à la médiane que nous venons de calculer ainsi. On prend 3 moins la médiane 7, on obtient moins 4. 4 moins la médiane 7, on obtient moins 3. 7 moins la médiane 7, on obtient 0. 16 moins la médiane 7, on obtient 9, ainsi de suite, ainsi de suite. Calculons maintenant la somme des écarts à la médiane, de façon à obtenir ici 9. Donc 9 symbolise la somme des écarts des scores par rapport à la médiane. Autrement dit, c'est comme si lorsqu'on cherche à prédire le score d'un cas en particulier, on commet 9 en termes d'erreur. Intéressons-nous maintenant au mode. Pour la même distribution, je calcule le mode. Ici, le mode est de 4. Clairement, 4 est le score qui revient le plus fréquemment. Et donc, pour cette distribution, 4, c'est le mode. Même question, comment se situe chaque score par rapport au mode 4? 3 moins 4, moins 1. 4 moins 4, 0. 16 moins 4, 12. Si nous calculons la somme des écarts des scores par rapport au mode, on obtient 36. C'est comme si, avec le mode, on commet 36 en termes d'erreur si on devait prédire un score quelconque. Et finalement, calculons la moyenne pour la même distribution. Donc j'additionne les 9 scores, je divise par 9 et j'obtiens 8. Posons-nous maintenant la question de savoir comment suit chaque score par rapport à la moyenne et ainsi calculer 8. Donc 3 moins 8 moins 5, 4 moins 8 moins 4, 16 moins 8, 8. Calculons maintenant la somme des écarts entre les scores et la moyenne, ainsi calculée, on obtient 0. C'est ainsi, quelle que soit la situation. Autrement dit, la somme des écarts entre les scores et la moyenne est toujours nulle. Et donc, c'est comme si nous commettons 0 erreur si on cherche à prédire un score quelconque. Voilà une propriété intéressante de la moyenne. Alors, on va vérifier cela en faisant l'exercice qui consiste à calculer la somme des écarts par rapport à la moyenne. Savoir que les écarts par rapport à la moyenne sont appelés des scores déviation, symbolisés par D. Donc D, c'est score déviation. Prenez le score réel moins la moyenne et vous obtenez le score déviation D. Et donc vérifions que la somme des scores déviation va toujours être égale à 0. Alors on le fait pour le groupe A. Alors on se place sous déviation, on met égal. On sélectionne la cellule contenant le premier score moins la moyenne. Ici la moyenne est de 68. Alors ne sélectionnez pas la cellule, c'est ici directement 68 puisque c'est une constante. Donc je sélectionne la cellule contenant 64 comme référence relative moins la moyenne 68 comme constante. Enter, je me replace, je déroule vers le bas de façon à obtenir le score déviation pour les autres scores individuels. Je calcule la somme en cliquant sur sigma et j'obtiens tout naturellement 0. Eh bien, continuez avec le groupe B et C. On peut y aller sous déviation, je mets égal. Je sélectionne la cellule contenant la première note moins la moyenne qui est toujours ici de 68. Enter. Je me replace et je déroule vers le bas. Je calcule la moyenne en cliquant sur sigma. Pour le dernier groupe, sous déviation égale, la cellule contenant 34 moins la moyenne qui est toujours égale à 68. Enter. Je me replace, je tire vers le bas, je calcule la moyenne et j'obtiens toujours 0. Mais voilà qui confirme encore une fois que quelle que soit la situation, la somme des scores déviation sera toujours égale à 0. Une propriété mathématique qui va effectivement aider à avancer dans les statistiques. En l'occurrence, on va s'en servir pour calculer ce qu'on appelle les mesures de variation. Autrement dit, c'est comme si les statistiques s'arrêtaient ici pour le mode et la médiane et qu'avec la moyenne, on va pouvoir continuer dans les statistiques, étant entendu que la moyenne équilibre une distribution. Voilà pour ce qui est du labo Excel d'aujourd'hui.